Bienvenue à cette visioconférence, la PAC en bio. La déclaration PAC démarre le 1er avril 2023 et beaucoup de nouveautés impacteront les systèmes bio. Cette visioconférence vous aidera donc à bien comprendre les changements et les nouvelles règles. Seront abordés tous les autres dispositifs d'aide bio existants également pour 2023. Cette visioconférence est présentée par Karine Trouillard, conseillère projet au GAP 17 et Bio Nouvelle-Aquitaine. Un autre changement important, c'est au niveau de l'assurance récolte. Donc, il y a un nouveau régime de solidarité nationale et de partage du risque. Donc, je vous invite ceux qui hésitaient à faire des devis auprès de vos assureurs, puisque pour certains, ça peut devenir intéressant d'accéder à cette assurance récolte, d'autant plus que les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents. Voilà, donc à étudier sur les fermes, cette assurance récolte. Un autre changement, donc, c'est la définition de l'agriculteur actif, puisque seuls les agriculteurs actifs désormais auront droit aux aides PAC. Donc la définition, c'est sur l'exploitant ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et doit cotiser à l'ATEXA pour son propre compte contre les accidents du travail, les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Voilà, donc deux choses importantes. Ceci a une incidence. Ça veut dire que cette année, donc, sont exclus de la PAC les agriculteurs à la retraite de plus de 67 ans qui ont des parcelles de subsistance. Et les retraités d'un autre régime que le régime agricole et ayant une exploitation agricole ne peuvent plus bénéficier des aides PAC non plus. Donc, ces deux types d'exploitation deviennent donc des cédants de DPB sans foncier en 2023 pour des agriculteurs qui n'en auraient pas. Effectivement, hormis les jeunes ou les nouveaux installés qui peuvent demander des DPB sur la réserve, et donc on va voir ça en détail tout à l'heure, quelqu'un qui faisait une déclaration PAC depuis longtemps, sans DPB, ne pouvait donc pas accéder aux aides du premier pilier de la PAC, seulement aux aides couplées et aux aides du deuxième pilier de la PAC, notamment les aides bio. Donc cette année, c'est une année un peu particulière où c'est l'occasion donc de récupérer des DPB si on n'en était pas pourvu. Donc si vous ne faisiez pas de déclaration PAC jusqu'à présent, la règle du jeu est toujours la même. Il faut demander un numéro package, donc ce numéro à 9 chiffres qui, donc chez nous en Charente-Maritime, commence par 017, mais donc qui prend l'indicatif du département au début, et un code Télépac. Ces deux éléments vont vous permettre de créer un mot de passe personnel sur Télépac qui sera donc le sésame pour pouvoir entrer dans la télédéclaration au 1er avril. Ce numéro package et code Télépac se demande au service PAC ou bien en utilisant le formulaire dédié sur le site Télépac dans formulaire et notice demande d'attribution. Et donc, une fois que vous avez créé votre mot de passe personnel, il suffira de rentrer dans la télédéclaration sur le site Télépac en utilisant votre identifiant package à 9 chiffres et votre mot de passe personnel que vous devrez changer tous les 6 mois. Voilà. Je vais juste vous préciser donc que ceux qui n'avaient pas jusqu'à présent de déclaration PAC, soit parce qu'ils deviennent agriculteurs, donc peuvent toujours demander des DPB sur la réserve en tant que jeunes agriculteurs ou nouvel installés. Ceux qui sont installés depuis bien longtemps mais s'agrandissent au niveau du parcellaire, vous pouvez toujours faire des sessions de DPB avec ou sans foncier d'ailleurs. Et si vous étiez déclarant de longue date à la PAC sans DPB, vous pouvez donc cette année trouver un cédant de DPB ou fraction de DPB qui n'est plus actif en 2023 ou un cédant de DPB sans foncier et réaliser le transfert via le formulaire dédié dans Télépac. Et il y a également une dernière possibilité,
que va nous détailler donc Marc Prudon du CERF France, qui nous fait le plaisir donc de se joindre à cette présentation aujourd'hui. Donc je lui laisse la parole pour vous expliquer tout ça. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, je suis conseiller d'entreprise au CERF France Poitou-Charentes et c'est vrai que ce matin, j'ai 2-3 diapos à vous présenter sur les transferts de DPB, à savoir que en 2023, donc on a plusieurs types de transferts. Je vous présente ici les principaux qui sont le transfert définitif et le transfert temporaire. Donc pour faire un transfert définitif de DPB entre un cédant et un repreneur, il faut que le cédant soit lui-même propriétaire des DPB. Pour avoir cette information, il s'agit d'aller voir le portefeuille de DPB 2022 qui est disponible sur le site de Télépac. Il est souvent mis en ligne courant décembre. Donc ce portefeuille de DPB, il va relater, dans les cas les plus simples, un DPB, une valeur. Lorsqu'il y a eu des reprises de foncier entre 2015 et 2022, il se peut qu'il y ait de fait plusieurs valeurs de DPB différents. Et donc il appartiendra lors du transfert d'identifier quelle valeur de DPB est transférée à un tel ou un tel. Le transfert temporaire est lui destiné plutôt à quelqu'un qui est lui-même propriétaire de foncier, qui l'exploitait ou qui le mettait en valeur ces dernières années, qui va louer désormais ce foncier qu'il a en propriété à un nouveau repreneur, et il va par là même transférer des DPB à titre temporaire en accompagnement du foncier, si bien que à la fin du bail, le DPB qu'il avait mis en location avec le foncier lui reviendra en propre. Il reste dans son portefeuille. Je dirais que la limite à ça, c'est que les réformes de la PAC sont en général pour 5 ans, et que là on connaît la règle qui va s'appliquer entre 2023 et 2027, mais ce DPB, déjà il va s'appeler aide de base au revenu dès 2023, et quel est son devenir à horizon 2028, on ne sait pas. Donc c'est-à-dire bien après, bien avant la fin du bail de 9 ans par exemple. Donc je vous ai précisé ici dans la pratique de source DDT, pour l'instant les premières clauses qui ont été reçues dans une DDT avec qui j'ai contact, c'est que une grande majorité de cas se font par des clauses de transfert définitif. La nouveauté 2023, et non des moindres, c'est qu'il n'y a plus besoin, dans le cas d'un transfert, de justifier du foncier. Pour ceux qui ont eu à transférer des DPB sur 2015-2022, il fallait justifier des fins de mise à disposition, des fins de baux, etc. Et les nouveaux baux et les nouvelles mises à disposition, eh bien, 2023, c'est juste une clause recto verso à signer, à remplir, et il n'est pas nécessaire de joindre quoi que ce soit. Ce qui veut dire aussi que, comme il n'y a plus besoin de justifier du foncier, la règle du prélèvement de 30% de la valeur unitaire du DPB qui était applicable en 2022 ne l'est plus en 2023. Donc j'ai un DPB de valeur moyenne à 115 €. Je le transfère cette année à Monsieur Dupont, qui peut se situer par exemple dans le Cantal. Donc le foncier n'a rien à voir là-dedans. Il vaut 115 chez moi en 2022, il va valoir 115 pour cet exploitant du Cantal en 2023. Toujours sur les transferts de DPB, donc ils peuvent se céder gracieusement, ils peuvent être vendus. Dans ce cas, on a une facture qui peut s'établir avec une TVA à 20% si le cédant y est assujetti. Il n'y a pas de règle particulière. Ce qu'on peut vous relater, c'est que dans la pratique, c'est une transaction entre un acheteur et un vendeur, et que on va dire que c'est ces deux protagonistes qui déterminent le juste prix. Dans la pratique, valorisation d'un DPB à sa valeur, majoré éventuellement de l'ancien paiement vert, en effet. Il était courant jusqu'en 2022 de voir des transactions entre 100 et 200 €, on va dire, de DPB. Une autre possibilité pour les nouveaux installés et les jeunes agriculteurs, c'est de passer par la réserve. Donc en effet, il y a un formulaire qui est en ligne là actuellement,
Il était prévu pour fin février. En effet, je viens de constater qu'il était disponible sur Télépac. Donc, c'est 2 formulaires différents. Un formulaire par la réserve jeune agriculteur, un formulaire par la réserve pour les nouveaux installés. Donc, il y a des conditions particulières à respecter. Je vous invite à lire ce formulaire et, le cas échéant, à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou des DT. Avant de vous laisser, quelques points de vigilance sur le remplissage des clauses. Donc, il faut bien indiquer le DPB présent dans le portefeuille DPB 2022 du cédant et ne pas tenir compte en fait du relevé de paiement qui lui fait mention de l'ensemble des aides perçues par l'exploitant 2022. Et donc, il n'y a aucun rapport à faire en fait entre le DPB à transférer, à indiquer dans la clause, et le paiement réellement touché sur l'ensemble des hectares du cédant. Il est possible de transférer qu'une fraction de DPB. Donc, par exemple, vous avez besoin de 0,98 DPB pour couvrir votre surface. Eh bien, il n'est pas nécessaire de mettre un DPB à transférer, puisque les transferts vont jusqu'à l'art près. De la même manière, il n'est pas nécessaire non plus d'indiquer jusqu'à 4 chiffres après la virgule, puisque la DDT devra arrondir à 2 chiffres après la virgule. Si vous voulez être certain de ne pas avoir de retour de votre DDT, faites attention à ce que les signatures soient bien sur chacun des feuillets sur lesquels sont indiquées la signature, et également nom et prénom indiqués de chaque associé ou du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés en cas de GAEC. Pour finir, ce formulaire est à transmettre en DDT au 15 mai 2023 ou plus tard. Si il arrivait que vous ayez une clause signée au 20 mai par exemple, donc le transfert n'ait pas pu être contractualisé avant, eh bien il faudra toutefois indiquer la date du 15 mai 2023 sur le formulaire, même si le dépôt se fait ultérieurement. Donc en cas de dépôt après le 15 mai jusqu'au début juin, il y aura une pénalité en fait de retard d'1% par jour ouvré. Toutefois, c'est bien la date du 15 mai qu'il faut indiquer. Voilà pour cette partie. Et on pourra revenir, beaucoup. Soit on a des questions en direct, soit on y reviendra à la fin. Je sais pas, Karine. Je vous propose de noter vos questions et on y répondra. On répondra à toutes les questions possibles en fin de présentation. Merci beaucoup Marc pour ces précisions très intéressantes. Merci. Un autre élément qui change donc pour vous en 2023, c'est la conditionnalité. Donc on a dit tout à l'heure que le paiement vert n'existait plus au niveau du premier pilier PAC, mais que les conditions qui avaient lieu donc jusqu'en 2022 pour pouvoir accéder à ce paiement vert devenaient des BCAE, donc des bonnes conditions agri-environnementales de la nouvelle conditionnalité. Vous retrouvez toutes les fiches de toutes les BCAE sur les 2 sites dont je vous ai laissé le lien sur la diapo. À noter également l'identification des animaux qui ne sera plus contrôlée dans le cadre de la conditionnalité et également l'introduction d'une conditionnalité sociale qui sera donc contrôlée dès 2023 par l'inspection du travail. Possiblement, hein, bien sûr. Un petit zoom quand même sur ces BCAE puisque avant, donc bien souvent, les fermes bio rentraient dans toutes les BCAE sans problème. Donc, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Cette année, quand même, il y a quelques éléments qui peuvent impacter les fermes bio. Et donc, je vous invite à bien lire toutes ces BCAE avant de faire votre télédéclaration 2023 pour être sûr que vous êtes bien dans les clous et faites-le dès maintenant. Donc, la BCAE numéro 1 qui concerne le maintien des prairies permanentes sur la ferme, donc est désormais surveillée en fonction du ratio régional qui devra être conservé. Si jamais ce ratio régional baisse à plus de 5%, tout retournement de prairies permanentes sur la ferme
hors zone sensible, même hors zone sensible, sera sanctionné. Donc, il faut que ce ratio régional soit conservé pour que on puisse retourner une prairie permanente et pouvoir la cultiver à nouveau. La référence pour 2023 est la référence 2018 et donc le ratio est à 32,56. Donc ça peut impacter des fermes bio par exemple. La BCAE numéro 2, protection des zones humides et des tourbières qui sera mise en œuvre à partir de 2024. La BCAE numéro 3 concerne l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour raisons phytosanitaires, qui, elle, existait déjà et continue. Dans le domaine de l'eau, il y a la BCAE 4, protection des cours d'eau, qui existait déjà, avec l'obligation d'une bande enherbée de 5 ou 10 mètres le long des cours d'eau vulnérables. Désormais, s'y ajoute une bande tampon obligatoire le long des fossés et canaux d'irrigation de 1 mètre. Dans le domaine du sol, la BCAE 5, gestion du travail du sol pour réduire la dégradation et l'érosion, est maintenue. La BCAE 6, couverture minimale des sols nus pendant les périodes, est maintenue. Elle est juste adaptée, cette BCAE 6, avec une extension de la couverture minimale du sol hors zone vulnérable pendant au moins 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre de chaque année. Donc, elle est ajustée. Et donc, cet ajustement peut concerner les fermes bio. Donc, attention aussi à ça. La BCAE 7, rotation obligatoire des cultures sur terre arable. Donc là, les fermes 100% bio sont exemptées de cette BCAE, 100% bio ou en conversion. Et les fermes de moins de 10 hectares. Mais toutes les autres fermes devront donc avoir une rotation obligatoire des cultures, ce qui ne devrait pas être trop compliqué, puisque c'est une des bases du cahier des charges bio. Dans le domaine biodiversité et paysage, la BCAE 8, qui concerne la biodiversité, donc protection des éléments de biodiversité présents sur la ferme et leur maintien. Désormais, il faudra choisir entre 2 modalités, soit que le télépac garde 4% des terres arables en IAE non productives, soit que le télépac calcule 7% d'IAE productives sur la ferme, dont 3% en non productives, type haies, etc. Bien sûr, il faut maintenir ces éléments topographiques sur la ferme et interdiction de tailler des arbres et des haies en période de nidification, c'est-à-dire du 16 mars au 15 août. Voilà. La BCAE 9 qui concerne le non-labour des prairies permanentes sensibles en site Natura 2000 et donc aucune exemption même pour les bio, alors qu'ils en étaient exemptés donc avant dans le paiement vert. On zoome sur l'éco-régime dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le réseau FNAP donc s'est battu en 2022 pour accéder à un 3e niveau de l'éco-régime plus élevé que les 2 niveaux présentés dans la première maquette du PSN, qui était de 60 € et de 80 € de l'hectare. Du coup, les fermes 100% bio pourront accéder à ce 3e niveau à 110 € de l'hectare si la ferme est 100% en conversion ou 100% en bio, à condition que la ferme n'ait pas d'aide à la conversion ni d'aide au maintien sur l'ensemble de ses hectares. Ça voudra dire que si vous avez de l'aide à la conversion, normalement, elle est plafonnée. Donc, si vous atteignez le plafond, vous ne pourrez pas bénéficier de l'éco-régime à 110 €. Vous devrez tenter d'accéder aux éco-régimes inférieurs par l'une des 3 voies possibles, que sont la voie des pratiques. Donc, la voie des pratiques, si vous êtes en système grande culture, il s'agit donc d'avoir une diversité d'assolements, ce qui n'est pas trop dur à réaliser en système bio. Si vous êtes éleveur, il faudra maintenir les prairies permanentes non labourées
soit à 80%, soit à 90%. Ça vous donne accès à l'un ou l'autre des régimes de base. Soit si vous êtes en culture pérenne, vignes, arbaux, etc., maintenir une couverture végétale de l'interrang à 75% ou à 95% pour accéder aux deux autres régimes de base. Et la dernière voie, c'est celle des éléments de biodiversité, donc le pourcentage d'IAE, infrastructure agroécologique, présent sur la ferme. Si vous en avez 7% de la SAU, vous pouvez bénéficier des 60 € de l'hectare d'éco-régime. Si vous arrivez à totaliser 10% d'IAE dans votre SAU, vous pouvez accéder aux 80 € de l'hectare d'éco-régime. Ça, c'est donc pour les fermes qui ne seraient pas 100% bio. Donc, je vous ai remis quand même des exemples de cas où la ferme est éligible ou pas. Donc, on a cité le cas où la ferme est totalement engagée dans la CAB et donc ne peut pas accéder à l'éco-régime à 110 €. Ensuite, il y a les cas où la ferme n'est pas totalement engagée dans la CAB et du coup, il s'agit sur les autres hectares qui seraient bio de ne pas mettre de la MAB partout, tout simplement, pour pouvoir accéder à cet éco-régime à 110 €. Ou si vous n'aviez plus de CAB du tout, eh bien de ne pas mettre de la MAB partout sur les hectares de la ferme, de manière à pouvoir accéder à l'éco-régime à 110 € sur l'ensemble de vos hectares. Voilà. Alors, c'est une règle un petit peu bizarre, puisqu'il suffit d'une parcelle sans MAB ou sans CAB sur la SAU pour pouvoir cumuler à la parcelle les 110 € de l'hectare et sur toutes les autres parcelles, une aide MAB ou CAB si c'est le cas, à part une finalement. Alors certains n'atteindront pas, certains atteindront le plafond de la MAB de cette année, donc il y aura beaucoup plus de parcelles que ça qui n'auront pas d'aide bio et c'est pas grave, donc elles pourront bénéficier de cet éco-régime à 110 € de l'hectare, même sans la MAB. Un autre élément de l'éco-régime, c'est le bonus haie qui est de 7 € de l'hectare. Donc, le Télépac transformera vos mètres linéaires de haies en un calcul savant en hectares, puisque pour rappel, un mètre linéaire de haies équivaut à 20 mètres carrés dans la PAC. Et donc, pour accéder à ce bonus haie, il faut quand même respecter deux conditions. C'est avoir au moins 6% de haies dans votre SAU et être certifié gestion durable des haies. Et aujourd'hui, donc un seul label existe pour vous certifier, c'est le label haie. Donc, en 2023, très peu de fermes pourront accéder à ce bonus haie. Ce sera, j'espère, le cas les années suivantes si un tel label se met en place sur les territoires. Donc, pour les fermes qui n'auraient pas toute leur surface en bio ou en conversion, elles ne peuvent donc pas accéder à l'éco-régime à 110 € et donc devront viser les éco-régimes inférieurs, 60 ou 80 € de l'hectare. Voilà pour l'éco-régime. On fait un petit zoom quand même sur le nouveau forfait JA, puisque ça peut quand même impacter pas mal de fermes bio. Donc, ce forfait JA d'un montant de 4 469 € par ferme par an peut se toucher pendant 5 ans consécutifs, indépendamment de votre surface. Est entendu JA au sens PAC, quelqu'un qui aurait plus de 40 ans à l'année de la première demande de cette aide et il faut qu'il soit chef d'exploitation, agriculteur actif et donc assuré à Texa et qu'il ait un diplôme agricole de niveau 4 ou équivalent, donc soit une expérience professionnelle de plus de 24 mois et un diplôme non agricole de niveau 3 ou pas de diplôme, mais une expérience d'au moins 40 mois au cours des 5 dernières années. Une expérience agricole d'au minimum 40 mois.
Voilà pour la définition de JA au sens PAC. Ça veut dire que quelqu'un qui était déjà dans l'aide JA en 2022, pour la première année par exemple, peut encore demander 4 ans le forfait JA dans la nouvelle définition avec le nouveau montant. Un petit rappel donc des aides couplées. Beaucoup n'ont pas changé de montant, mais certaines ont changé de montant. Donc, rappel, vous n'avez pas besoin de DPB sur la ferme pour accéder aux aides couplées. Concernant les ovins, donc l'aide couplée passe à 23 € par brebis, plus 2 € pour les 500 premières, plus 6 € pour les nouveaux installés depuis moins de 3 ans et pendant 3 ans consécutifs. L'aide à la chèvre n'a pas changé, 15 € par chèvre. L'aide à la vache, on l'a dit, devient une aide à l'UGB avec 2 montants possibles, 60 € ou 110 € de l'UGB. L'aide aux veaux sous la mer et veaux bio est maintenue, toujours à 66 € par veau bio vendu l'année précédente. L'aide aux légumineuses fourragères pures ou en mélange à au moins 50% au semis existe toujours et son montant est de 149 € de l'hectare. Il faut toujours soit détenir au moins 5 UGB sur l'exploitation, soit avoir un contrat avec un éleveur qui détient 5 UGB. Et la nouveauté cette année, c'est qu'un céréalier qui demanderait cette aide ainsi que l'éleveur auquel il vend ses légumineuses, les deux pourront bénéficier de cette aide, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, puisqu'on a bien une production de légumineuses fourragères qui est 2 fois plus importante. L'aide aux protéagineux, donc on en a parlé déjà tout à l'heure, 104 € de l'hectare, et cette case inclut les légumineuses déshydratées, les protéagineux et légumineuses porte-graines sous contrat. L'aide au petit maraîchage à 1 588 €, l'aide aux semences de graminées prairiales, l'aide aux chanvres sous contrat, 98 €, l'aide au houblon, 568 € de l'hectare. Et je vous épargne toutes les autres aides couplées qui existaient avant et qui continuent d'exister et qui sont territorialisées. Donc l'aide au blé dur continue, l'aide aux prunes aux dents, l'aide aux pêches de pavis, etc., etc. Ça, ce n'est pas modifié. Un petit zoom sur l'aide au petit maraîchage qui en intéresse quand même plus d'un parmi les fermes bio. Donc, pas besoin de DPB pour y accéder. Afin d'être éligible, vous devez donc être agriculteur actif, exploiter au minimum 0,5 hectares de petit maraîchage ou fruits rouges. Et la liste détaillée des cultures n'est pas encore disponible. Nous l'attendons. Et c'est là que la limite va se faire, exploiter une SAU inférieure ou égale à 3 hectares. Donc, dès lors que vous aurez 3 hectares, 10, 20, 50, etc., vous ne serez plus éligible à l'aide au petit maraîchage, même si ce qui dépasse des 3 hectares n'est pas du maraîchage. Donc, la transparence GAEC s'applique quand même sur ce plafond de 3 hectares de SAU. Donc, un GAEC à 2 parts qui a 6 hectares de maraîchage sera éligible. Le montant unitaire est versé pour chaque hectare éligible, 1 588 € de l'hectare, et pas besoin de DPB pour accéder à cette aide. Un petit zoom sur l'aide à l'UGB. Donc, sont primables les animaux de plus de 16 mois présents au moins 6 mois sur l'exploitation pendant la période de référence. Il faut avoir minimum 5 UGB. Il y a 2 montants à l'UGB. Grosso modo, parce que c'est quand même un calcul assez complexe, mais rentre dans les 60 € plutôt les femelles laitières et mixtes, et dans les 110 € de l'UGB, les femelles de race à viande, avec des limitations au nombre de veaux nés sur l'exploitation, mais également des limitations pour le montant à 60 € à 40 UGB, et une autre limitation à la surface fourragère disponible. Voilà.
avec transparence des GAEC, bien sûr. Sur les aides du deuxième pilier, donc la conversion agriculture biologique est maintenue avec les mêmes montants par type de couvert, sauf pour les cultures annuelles et prairies temporaires qui passent de 300 à 350 € de l'hectare. Donc tous les autres montants restent inchangés, montants hectares, vous les avez dans ce tableau. Et à souligner également que le départ à la retraite est désormais un motif suffisant pour autoriser une résiliation du contrat CAB en cours de route sans sanction. Voilà. Les plafonds et planchers, donc il faut quand même, sur les petites fermes, il faut quand même demander au moins 300 € de CAB, sinon votre dossier n'est même pas instruit. Et au niveau des plafonds, on est à 18 000 € par ferme par an pendant 5 ans avec transparence GAEC, 22 000 € par ferme par an s'il y a un JA sur l'exploitation, ou bien si vous êtes situé en zone à enjeu haut, donc dans une zone de captage vulnérable, captage en eau potable. L'aide au maintien exceptionnel, donc accordée par la région en Nouvelle-Aquitaine cette année, les montants restent inchangés, toujours les montants par type de couvert. Vous les avez donc détaillés dans ce tableau. Et le plancher est toujours de 300 € et le plafond annuel, lui, bouge. Il est désormais de 6 000 € par ferme par an avec transparence GAEC. Et cette aide au maintien, seules les fermes 100% bio ou conversion y ont droit. Donc, il faudra bien, comme c'est une aide annuelle, il faudra bien la redessiner dans votre télépack cette année, dans le RPG 2. Donc, en allant jusqu'au plafond de 6 000 €. En général, on en met un petit peu plus puisqu'on parle de surface admissible. Voilà pour les aides à la conversion. Sachez également qu'il existe des MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, sur le deuxième pilier de la PAC. Donc, on a 260 millions € par an qui ont été mises sur ces MAEC. Il y en a de différentes sortes, ces MAEC. Des MAEC surfaciques qui sont gérés par l'État. Donc, les cahiers des charges ont été définis au niveau national avec plusieurs enjeux qui sont recherchés. Un enjeu protection de l'eau, un enjeu biodiversité, un enjeu climat, sol et un enjeu bien-être animal. Vous avez également, on va le voir, dans les zones intermédiaires gérées par les régions, et c'est le cas de l'Ex-Poitou-Charentes, des MAEC forfaitaires, donc qui sont des MAEC système, c'est-à-dire qui sont non cumulables avec d'autres aides comme la CAB ou la MAB, par exemple. Donc, pour les fermes bio intéressées par ces MAEC système, il faudra choisir entre la MAB ou la CAB et cette MAEC. Donc, il faut bien vous renseigner avant auprès des opérateurs MAEC si vous êtes éligible ou pas. Une MAEC qui a été choisie par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est également la MAEC Transition Carbone, que je vais vous détailler juste après. Et vous avez les MAEC historiques API protection des ruchers et protection des races menacées qui ont toujours cours. Voilà. Et vous retrouvez tous les cahiers des charges de ces MAEC sur le site de la DRAF qui est inscrit sur la diapo. Je ne vais pas bien sûr vous détailler toutes les MAEC ce matin puisque ce n'est pas ma vocation et que ça prendrait largement l'heure entière. Donc, je vous invite à contacter les opérateurs MAEC sur vos territoires, à bien vous renseigner puisque du coup, il y a un menu de MAEC beaucoup plus important que d'habitude en fonction de la commune où vous êtes et du zonage qu'il peut y avoir sur ces communes. Mais en tout cas, ouvrez l'œil, c'est peut-être plus intéressant que la MAB cette année pour une ferme bio de longue date, donc à étudier. Juste un petit zoom, donc la zone intermédiaire, c'est le Poitou-Charentes, l'ex-Poitou-Charentes chez nous, et tout ce qui n'est pas dans une zone à enjeu haut. Donc là, il y a 4 MAEC systèmes
ouvertes, donc dont 3 qui ne sont pas cumulables avec la bio, avec une aide bio, que sont qualité et gestion quantitative de l'eau, la MAEC semi-directe, la MAEC bien-être animal et autonomie fourragère pour les herbivores. Donc, c'est des MAEC qui peuvent très bien être prises par des fermes bio, à condition d'entrer dans les contraintes de leur cahier des charges. Et une MAEC qui peut aussi être saisie, c'est la MAEC bien-être animal pour les monogastriques qui concerne les parcours de volailles. Donc, seule celle-ci peut se cumuler à de la MAB à l'exploitation ou à de la CAB à l'exploitation, mais bien sûr pas sur les mêmes parcelles que celles qui entrent dans la MAEC. Voilà. La MAEC forfaitaire carbone. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine a choisi de mettre en place cette MAEC et de la financer. L'objectif étant d'améliorer le bilan carbone de la ferme d'au moins 15% sur la ferme dans les 5 ans. Le minimum, c'est de faire 2 jours de transfert de connaissances au début de la MAEC, ainsi que 2 demi-journées d'appui technique, et de faire réaliser un bilan carbone de moins de 6 mois daté d'après le 1er janvier 2023, qui sera fourni à la demande d'aide de l'année N, plus un plan d'action pour définir comment on va atteindre cette baisse de 15%. Voilà. Et bien sûr, il faudra réaliser un nouveau bilan carbone en fin d'engagement en année 5. Bien sûr, ces bilans carbone doivent être réalisés avec les outils validés par le label bas carbone. Et aujourd'hui, il y a donc plusieurs outils validés, le CAP2ER, le H360, le Carbone Extract, MyEasy Carbone et Sysfarm. Donc, si cette MAEC vous intéresse, prenez donc rendez-vous avec des opérateurs susceptibles de pouvoir réaliser un bilan carbone sur votre ferme. Il faut que vous soyez cotisant à la TEXA. Voilà. C'est une MAEC de 18 000 € par ferme pour les 5 ans et vous pouvez demander un acompte de 10 000 € en année 1. C'est donc non cumulable avec la CAB, la MAB ou une MAEC système sur l'exploitation. Vous avez obligation de réaliser une publicité du FEADER dès la première année. Seule la part de 15%, de plus de 15% sera valorisable sur le marché du carbone, c'est-à-dire que si vous atteignez l'objectif de la MAEC et même mieux, ce mieux sera valorisable sur le marché du carbone si vous pouvez accéder à ce marché. Et les candidatures sont possibles depuis le 6 février et jusqu'au 1er septembre 2023. L'instruction des dossiers complets se fera en 2e trimestre et les demandes de paiement seront possibles dès le dernier trimestre 2023. Tous les éléments sont en ligne. Et je vous ai mis les sites où vous pouvez retrouver l'appel à projet et la notice. Donc, on en a terminé sur le volet déclaration PAC. Un petit rappel des 4 actions bio nécessaires, donc les 4 manips à faire quand vous êtes en télédéclaration de votre PAC et que vous êtes une ferme bio. Donc, au niveau du RPG 1, lorsque vous décrivez votre assolement, votre descriptif parcellaire, n'oubliez pas de cocher conduite AB si cette parcelle est en conversion ou en bio. Vérifiez bien le dessin de vos IAE, donc les infrastructures agroécologiques que sont les haies, bosquets, mares, arbres isolés, etc. C'est le moment de vérifier s'ils sont bien dessinés sur la couche des SNA, les surfaces non agricoles. Au niveau de la demande d'aide, vous aurez donc sûrement à choisir votre niveau d'éco-régime, mais également si vous souhaitez les aides CAB, conversion bio ou MAB, ou les deux. Donc, il ne faudra pas oublier de cocher les bonnes cases. Ensuite, s'ouvrira le RPG numéro 2, où il faudra dessiner vos aides CAB ou MAB si vous êtes concerné, et ou
vos MAEC avec le bon code mesure que vous aura donné votre opérateur MAEC. Et à la fin, vous n'oubliez pas de joindre votre certificat bio, votre attestation de production végétale et votre attestation de production animale bio, si c'est le cas, en cours de validité. Donc, en pièce jointe de votre télédéclaration PAC. Et en cours d'année, il faut toujours joindre vos nouveaux documents bio post-contrôle de l'année 2023 par mail à votre DDT. Et bien sûr, en fin de télédéclaration, vous n'oubliez pas de signer cette télédéclaration avant le 15 mai pour que tout ça soit pris en compte. Voilà. Donc, on en a fini sur la PAC. Les autres aides bio qui peuvent impacter les fermes bio et qui existent en 2023, ce sont les crédits d'impôt qui font partie des régimes de minimis. Donc, petit rappel pour les aides de minimis, il ne faut pas avoir cumulé plus de 20 000 € d'aides de minimis dans les 3 dernières années fiscales pour pouvoir en bénéficier. Donc, celui qui vous concerne principalement, c'est le crédit d'impôt bio. Rappel donc qu'il faut avoir au moins 40% de ses recettes en bio sur la ferme pour pouvoir le demander. Il est de maximum 3 500 € par an jusqu'à l'année agricole 2022, donc déclaration de revenus 2023. Et il est cumulable avec les aides bio de la PAC que sont la MAB et la CAB jusqu'à 4 000 € avec transparence GAEC. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire 4 000 moins ce que vous avez touché de CAB ou de MAB en 2022 pour savoir ce qui vous reste à demander en crédit d'impôt bio. Alors, ça, c'était le crédit d'impôt bio. Ensuite, il y a 2 crédits d'impôt qui peuvent vous impacter si vous êtes certifié HVE en plus sur la ferme. Il y a un crédit d'impôt HVE de 2 500 € par an depuis 2021 qui est cumulable avec le crédit d'impôt bio jusqu'à 5 000 € par an. Et il y a le crédit d'impôt sorti du glyphosate qui a cours donc sur les années 2021 et 2022, qui est de 2 500 € par an, avec transparence GAEC jusqu'à 4, et qui lui n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt bio ni HVE, donc il faut choisir. Donc quelqu'un qui aurait touché plus de 4 000 € d'aide MAB ou CAB en 2022 peut probablement prétendre au crédit d'impôt sorti du glyphosate s'il n'est pas éligible au crédit d'impôt bio. Ça, c'est pour l'année 2023. Pour la déclaration 2024, déclaration de revenus 2024, donc année agricole 2023, on a connaissance du crédit d'impôt bio qui perdure et qui augmente de 1 000 € puisqu'il passe à un maximum de 4 500 € par an. Donc, avec un cumul possible avec les aides bio de la PAC jusqu'à 5 000 €. Il est cumulable avec l'éco-régime niveau 3 de la PAC, qui n'est pas considéré comme une aide bio à proprement parler. Et il est toujours avec transparence GAEC. Nous n'avons pas connaissance des autres crédits d'impôt sur leur éligibilité 2024, donc sur leur éligibilité 2023, donc déclaration 2024. Voilà pour les crédits d'impôt qui ont un lien avec vos certifications bio ou de près ou de loin. Les aides régionales du PCAE, donc les aides à l'investissement, peuvent également toucher les fermes bio et sont en train de s'ouvrir les unes après les autres sur le site de la région lesaidesnouvelle-aquitaine.fr. Et donc, le fait d'être une ferme bio peut parfois vous rajouter des points supplémentaires à la sélection du dossier ou parfois augmenter le taux de la subvention. Donc, pareil, n'hésitez pas à consulter ce site si vous êtes sur des démarches d'acquisition de matériel limitant les pollutions phytosanitaires. Si vous êtes dans des démarches d'investissement sur de la transfo ou de la vente directe à la ferme, si vous êtes dans des démarches de développement d'un atelier culture spécialisé de type maraîchage, arbo, horticulture,
etc. Ou si vous êtes dans des démarches de création d'IAE, donc infrastructure agroécologique sur la ferme, vous êtes probablement éligible à ces PCAE. Donc, à vous d'aller lire les appels à projets qui sont en ligne pour vérifier tout ça. Vous pouvez monter vos dossiers tout seul ou bien vous faire accompagner par les opérateurs dédiés. Voilà. Donc, on a fait le tour des aides qui pouvaient impacter les systèmes bio. Je vous propose quelques exemples rapidement puisqu'on est quasiment en fin de visio. Donc, cas d'une ferme céréalière de 100 hectares, 100% bio avec 10 hectares en conversion. L'assolement contient 7 hectares de luzerne vendus à un éleveur, 30 hectares de culture protéique et 7% de haies. Et cette ferme valide toutes les BCAE, y compris la BCAE 8. Ce type de ferme, en 2023, pourra cumuler donc 11 500 € de DPB, 2 496 € d'aide redistributive, 11 000 € d'éco-régime, 49 € de bonus haies, 1 050 € d'aide légumineuse fourragère, 3 120 € d'aide aux protéagineux, 3 000 € d'aide conversion sur ces 10 hectares d'agrandissement, 6 000 € d'aide au maintien sur les hectares déjà en bio, soit un total de 38 715 €, plus éventuellement une demande de crédit d'impôt sortie du glyphosate pour son année 2022. Une ferme en maraîchage maintenant qui a par exemple 2,5 hectares en bio et qui fait 2,5 hectares de maraîchage et petits fruits avec un JA et qui répond à toutes les BCAE de la conditionnalité. Ce type de ferme touchera en 2023 10 624 €, alors que ces profils de ferme touchaient péniblement 2 000 € dans la PAC auparavant. Voilà. Je vous ai remis dans un tableau les cumuls possibles sur une ferme 100% bio. Donc, je vais peut-être pas le détailler à l'oral, sinon ça va nous prendre une demi-heure, mais vous pourrez le consulter dans le diaporama qui sera mis en ligne. Et on va plutôt profiter des questions que vous avez. Donc, juste redire que la revalorisation du crédit d'impôt et de l'éco-régime, on le doit donc au réseau FNAB en 2022. Et que suite à cette présentation, n'hésitez pas à vous tenir informé via la page Aide Bio de notre site Bio Nouvelle-Aquitaine. Nous pouvons bien sûr vous aider à faire une simulation de vos aides PAC, à vous former aux différentes thématiques ou si vous avez besoin d'un rendez-vous d'assistance individuelle, n'hésitez pas à contacter les conseillers projets ou toute autre structure de votre territoire qui propose des services PAC.